Bonjour les amis. Le président François Hollande, d'une France qui ne va pas mieux, est parvenu à produire l'unanimité chez ses concitoyens. Nous sommes tous mécontents, travailleurs, étudiants, chômeurs, retraités et même les agents de force de l'ordre, c'est un sans faute de la médiocrité. Mais le problème est plus profond qu'il ne paraît, car il plonge ses racines dans nos institutions et dans nos considérations culturelles. Cela se traduit par l'impuissance de la population à déterminer par elle-même ses choix de société, du fait que tout pouvoir lui est confisqué, au profit d'une classe politique incompétente, sinon corrompue. Politiciens tout-puissants d'un côté, population soumise de l'autre, deux intérêts souvent divergents s'opposent dans un jeu de dupes, et en attendant la fin de la partie que nous perdons, nos conditions de vie se dégradent, toujours plus de misère sociale, de précarité et de violence. Il est temps de changer de jeu, de faire évoluer la situation à notre profit, d'en conclure qu'il devient opportun d'instaurer la votation permanente locale et législative. Car si la population détenait le droit de déterminer elle-même ses choix de société, de voter ses lois et toutes les décisions qui la concernent, alors l'ensemble de nos revendications trouverait rapidement des réponses salvatrices. Mais justement, ce pouvoir nous est retiré pour être monopolisé par des représentants du peuple, c'est le principe de tout régime représentatif. En effet, même si les représentants sont élus, une fois en place, ils détiennent un pouvoir absolu sur nos vies, un pouvoir qu'ils emploient avec si peu de considération pour nos attentes. Dans un régime représentatif, le peuple se trouve dépossédé du pouvoir, il est réduit à l'impuissance. Cette situation où les citoyens sont infantilisés, où ils sont placés sous la tutelle de décideurs représentatifs comme s'ils étaient des déficients mentaux irresponsables, est une insulte à la dignité humaine des citoyens. C'est ce qui distingue un régime représentatif tel que le nôtre avec un régime démocratique où ce sont les citoyens eux-mêmes qui valident en dernier lieu tout ce qui convient de décider pour améliorer la condition de vie de tous. Malheureusement, les Français confondent régime représentatif et régime démocratique. En effet, par le processus d'élection de leurs représentants, ils se retrouvent régulièrement un bulletin à la main face à une urne. Ils en concluent à tort que cela est de la démocratie. Il y a confusion, un bulletin pour élire quelqu'un et lui abandonner son propre pouvoir de décision, cela s'appelle un suffrage. Et un suffrage n'est pas une votation. Une votation, comme l'est un référendum, emploie certes tout autant un bulletin et une urne, mais sa vocation est d'entériner ou de rejeter un choix de société par les citoyens eux-mêmes. C'est une différence capitale, il ne faut pas confondre suffrage et votation. Le premier traduit l'abandon que font les citoyens de leur pouvoir au profit d'une classe politique, le second réaffirme la souveraineté du peuple sur toutes les décisions qui le concernent. Et à force de tout confondre, régime représentatif électif et démocratie, suffrage et votation, nous en sommes même parvenus à abandonner tout pouvoir aux mains de décideurs non élus, directement par nous, tels que les membres du gouvernement, les sénateurs, les préfets, etc. Dans un tel contexte de dépossession du pouvoir citoyen par une classe politique élue et non élue, il ne faut pas s'étonner que le système se pervertisse et finisse par cumuler les vices, tels que le clientélisme et la corruption. Le clientélisme est l'action de sectoriser la population en plusieurs communautés distinctes pour satisfaire certaines afin d'obtenir une majorité électorale, quand un candidat n'a aucun programme politique satisfaisant. C'est l'abandon d'une république universaliste pour devenir une république bananière. La France est au paroxysme de ce système pervers. Nous sommes tous définis en communautés divisées et envoyées dos à dos. Français et étrangers, blancs et noirs, chrétiens et musulmans, juifs et non-juifs, laïcs et croyants pratiquants, homosexuels et chrétiens conservateurs, travailleurs et chômeurs, grévistes et non-grévistes, etc. Ainsi, en jouant du clientélisme communautaire, un politicien populiste pourra s'approprier l'électorat des communautés qu'il prétend servir. Cette division en communautés distinctes et opposées soulève un autre problème de taille. Dans un régime représentatif, le seul résidu de pouvoir qu'il reste à la population, c'est la force de son nombre. Mais dans une situation où l'antagonisme des populations est exacerbé, les dirigeants jouent à opposer les intérêts des uns contre les autres, et toute l'union fraternelle des citoyens est ainsi rendue impossible, même dans le contexte actuel d'un mécontentement populaire unanime. Ces dissensions rendent impossible de constituer un contre-pouvoir populaire et assurent l'hégémonie de la classe politique, elle-même assujettie à l'industrie et à la finance. L'autre écueil de notre régime représentatif est la corruption politicienne qui revêt plusieurs formes, la corruption antérieure, postérieure, directe et indirecte. La corruption antérieure est celle qui est préalable au succès carriériste d'un politicien.
Un politicien ne doit sa reconnaissance publique qu'aux médias qui en assurent la promotion. Si les médias ne parlent pas d'une idée, d'un parti ou d'un homme politique, alors ils se retrouvent marginalisés et n'aboutiront jamais à se faire connaître. Et pas seulement sa notoriété, mais également sa pérennité, car sa réputation peut être détruite à tout moment par une campagne médiatique préjudiciable à son image, quitte pour cela à ressortir de vieilles affaires pour porter le discrédit sur un politicien. C'est pourquoi la question de la propriété des médias est essentielle, et aujourd'hui elle apporte une réponse stupéfiante. 90% des médias, presse écrite, télévision, radio, maisons d'édition et médias internet sont la propriété d'entreprises privées du secteur de l'industrie ou de la finance, ceux-là même qui ont des intérêts contraires au bien-être des populations. Actuellement, la classe politique doit tout aux grands propriétaires des médias, et une fois aux commandes du pouvoir, ils se doivent de leur renvoyer l'ascenseur. C'est la corruption antérieure. J'assure ta carrière et tu passeras les lois qui m'intéressent. La corruption postérieure est celle qui suit l'exercice du pouvoir. Quand un politicien élu a bien servi les intérêts de l'industrie et de la finance durant son mandat, il est ultérieurement récompensé soit en obtenant un emploi grassement rémunéré, fictif ou non, ou même en étant invité ponctuellement à intervenir dans des conférences rémunérées à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Cela est connu de tous et toléré malheureusement. La corruption directe est plus discrète, c'est l'habituelle valise de billets sous forme de compte offshore ou sous forme d'acquisition opportune de biens immobiliers. La corruption indirecte est celle qui profite aux proches du politicien. Emploi bien rémunéré, contrats commerciaux avantageux, acquisition de biens fonciers exceptionnels, bienveillance d'institutions financières, etc. La corruption est une pratique qui remonte à l'origine de notre régime représentatif et logiquement, c'est toujours d'actualité. Car, avant la mise en place du financement public des partis politiques, on se souvient que tout s'était mouillé dans des affaires de corruption. Et pourtant, quasiment toute la classe politique de l'époque n'a pas sauté. C'est étonnant pour cet univers d'arrivistes. On pouvait s'attendre à ce que les jeunes générations de politiciens exploitent l'implication des vieux briscards dans des coups tordus pour les abattre afin de devenir calife à la place du calife. On peut dès lors en conclure que les jeunes générations de politiciens ne doivent leur ascension au sein des partis politiques à leur implication personnelle, de gré ou de force, dans de tels actes répréhensibles, ce qui a pour effet de les neutraliser. Et génération après génération, la logique reste la même jusqu'à nos jours. Dès l'instant qu'il y a représentativité détenant un pouvoir absolu, il y a corruption. Donc, par le suffrage, nous abandonnons régulièrement tout pouvoir aux politiciens de déterminer l'avenir de notre société et de nos conditions sociales, alors qu'ils sont, sinon incompétents, notre mécontentement unanime le révèle, voire corrompus par le monde industriel et financier. Il ne faut pas oublier que le mot démocratie est composé de démos, le peuple en grec, et de kratos, le pouvoir, ce qui se traduit par le peuple détient le pouvoir. Mais si c'est une classe politique qui détient le pouvoir de décider à notre place, ce n'est donc pas le démos qui a le kratos, ce ne sont pas les citoyens, mais juste une poignée d'individus qui détient le kratos, ce qui s'appelle une oligarchie. Oligarchie de surcroît assujettie à une puissance financière, ce qui est une plutocratie. Voilà pour les termes exacts. Nous ne sommes pas, et nous n'avons jamais été, dans un régime démocratique, mais dans un régime représentatif électif. Pourquoi cette confusion dans notre langage, dans notre culture? Elle résulte de notre ignorance qui puise sa source dans l'éducation nationale, les médias et la classe politique. Dans les programmes d'histoire, de français et de philosophie de l'éducation nationale, est exclue toute référence à la distinction entre régime représentatif et régime démocratique. Par exemple, les auteurs des Lumières ont produit une large littérature traitant du sujet. Et pourtant, durant notre scolarité, on nous a bassinés avec ces penseurs sur des questions d'humanisme, de naturalisme, de laïcité, mais jamais il n'est enseigné qu'ils faisaient la distinction entre les deux régimes, autrement nous ne commettrions plus cette erreur. Quant aux médias, qui sont des organes de propagande d'entités qui s'enrichissent de la soumission et de l'exploitation des travailleurs, ils n'ont pas vocation à produire l'émancipation démocratique de la population. C'est pourquoi ils nous entretiennent dans la confusion en usant et en abusant du terme démocratie en toutes circonstances. Le sérail politique, quant à lui, n'ignore rien de l'affaire, mais nous instruire reviendrait à perdre leur pouvoir sur nos vies et donc, pour eux, à renoncer à des opportunités de corruption carriériste ou pécuniaire. Notre impuissance réside dans notre ignorance, dans l'emploi que nous faisons à tort du terme démocratie pour désigner notre régime représentatif. Et nous entretenons cet oxymore de génération en génération, voire nous l'alimentons.
Quand nous évoquons les concepts de démocratie directe ou de démocratie participative, nous laissons entendre qu'une autre forme de démocratie est déjà en place et qu'elle pourrait être améliorée, ce qui est inexact. Il n'y a de démocratie que dans un régime démocratique, et nous sommes dans un régime représentatif. Ceux qui ajoutent des adjectifs au terme démocratie se fourvoient, et leurrent ceux qui les écoutent. Nous devons nous réapproprier ce terme, lui donner son sens véritable, sans détour et sans rajout, et corriger tous ceux de notre entourage qui l'emploient à tort. Cela changera tout, car nous convenons tous qu'une démocratie est le stade suprême de l'évolution d'une société. Tant que nous emploierons ce terme pour décrire notre actuel régime politique, tant que nous nous persuaderons d'être déjà dans une démocratie, nous nous empêcherons nous-mêmes d'en revendiquer l'instauration. Pour agir, il faut un but. La mise en place d'un régime démocratique est un objectif plus qu'honorable. Il est essentiel à nos vies, à l'avenir de notre société. Il n'en faut pas beaucoup pour instaurer un régime démocratique. Dans un premier temps, il est juste nécessaire de s'approprier le pouvoir de décision, et cela par la votation permanente locale et législative. Conservons l'essentiel de nos institutions actuelles. Un président élu, des parlementaires élus, des maires élus, mais obtenons que dorénavant tout ce qui est élaboré par nos dirigeants, surtout par ceux qui ne sont pas élus, que tout soit soumis à notre votation permanente. Cela par une simple urne posée à l'accueil de notre mairie où nous nous rendons à tout moment de la semaine lors de scrutins hebdomadaires pour voter les différents projets qui nous sont proposés. Tout ce qui s'élabore concernant la commune, le département, la région et même la nation sur le plan législatif. Tout ce qui modifiera notre cadre de vie, nos conditions sociales et l'emploi des finances publiques doit être soumis à notre ultime appréciation. Nous prendrons l'habitude d'y consacrer une demi-heure par semaine, le temps de se rendre à la mairie, de voter et de revenir. Et c'est à ce prix bien modique que nous nous réapproprions le pouvoir sur nos vies. Nous devons même utiliser cet outil démocratique pour sanctionner nos décideurs, en les rendant automatiquement révocables en cas de rejet massif de leurs propositions. Ainsi, les élus de la République ne seront plus tout-puissants. Leur incompétence ou leur trahison alimentée par la corruption sera sanctionnée. Membres du gouvernement, parlementaires ou maires deviendront nos techniciens sociaux, embauchés par nous, le peuple souverain, à l'occasion de leur élection, et contraints d'entendre et de répondre à nos attentes. Pour la mise en place d'une votation locale, il n'est nul besoin de changer notre constitution. Le maire peut, à loisir, interroger ses administrés, c'est donc applicable dès aujourd'hui. Une fois cela réalisé, alors très prochainement, nous serons prêts à exiger une petite modification constitutionnelle afin d'instaurer la votation permanente législative pour que toute loi à laquelle nous devrons nous soumettre ne soit plus validée par l'Assemblée nationale, mais qu'elle soit soumise au vote des citoyens eux-mêmes. Refusons d'être plus longtemps infantilisés, placés sous tutelle et exigeons de décider de tout dorénavant. Alors, village après village, ville après ville, l'instauration de la démocratie en France entraînera tous les autres peuples qui sont également soumis à des politiciens incompétents et corrompus. Alors le peuple du monde constituera un véritable contre-pouvoir à la toute-puissance de l'industrie et de la finance, les guerres fratricides s'achèveront pour laisser place à la paix et une justice sociale s'établira pour tous. Merci de votre attention.